La seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, je vous les représente très rapidement. Avec nous, François Clémenceau, rédacteur en chef au service Monde du Journal du Dimanche, auteur de Hillary Clinton de A à Z, et c'est aux éditions du Rocher. Avec nous, Ziad Limam, bonsoir, directeur du mensuel Afrique Magazine, Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Et puis avec nous, Tullio Giannatti, bonsoir. Et vous êtes correspondant à Paris pour l'agence de presse italienne ANSA. Une semaine à nouveau mouvementée au Liban, avec une occupation mardi du ministère de l'Environnement à Beyrouth par des militants, notamment du mouvement Vous Puez. Ils dénoncent le non-ramassage des ordures à Beyrouth, mais également la corruption de la classe politique libanaise. Je vous propose d'écouter l'un de ces militants de ce mouvement, Marwan Malouf. Il était ce mercredi sur l'antenne de France 24. L'intérieur, apparemment, on n'entend pas la voix du peuple, les cris du peuple libanais contre la corruption et contre cette classe politique qui est bien évidemment, on ne sait pas comment répondre au peuple libanais. Ça fait 1 mois et demi, nous sommes en train d'entendre une classe politique qui ne trouve pas de solution, une classe politique qui attaque la population et utilise la force durant les manifestations. Nos demandes sont très claires. Nous continuons à demander la démission du ministre de l'Environnement car il a échoué d'une manière assez claire à régler la situation et à traiter du sujet et du dossier des poubelles et des déchets à Beyrouth. Et c'est évidemment notre manifestation hier à l'intérieur du ministère de l'Environnement était en réponse des 72 heures qu'on a données au gouvernement pour répondre à nos demandes. Et malgré les centaines de milliers de personnes qui ont pris la rue samedi passé, cette classe politique ne veut pas entendre le peuple. Et ce ministère appartient au peuple, et ce ministère est responsable et un des responsables de la crise qu'on fait face depuis 1 mois et demi. François Clémenceau, c'est quand même une première au Liban, un mouvement citoyen. Est-ce qu'il peut déboucher ce mouvement sur un mouvement plus politique ? La question, c'est une double question. Il y a 1, la crise des déchets, et puis 2, la crise politique. Le mouvement est né à cause de la crise des déchets. Et donc, la question, c'est comment on peut la résoudre. On ne peut pas la résoudre parce qu'il y a un blocage politique. Et ce blocage politique tient, on ne va pas faire une histoire trop longue, mais à la paralysie du gouvernement, au fait qu'il n'y a plus de président, qu'il y a un gouvernement d'union nationale qui gère les affaires courantes, d'un parlement qui s'est auto-prorogé, déjà à 2 reprises, et donc c'est une paralysie des institutions. Or, jusqu'à présent, les marchés publics, comme le marché des déchets, étaient attribués par une décision gouvernementale et il se trouve que la société qui était en charge avait une sorte de monopole là-dessus. Aujourd'hui, plus personne ne veut remplacer cette société pour aller mettre les déchets où ? Forcément, chez le voisin, chez le copain, chez l'ennemi, chez l'adversaire, personne ne veut prendre en charge. Il y a une sorte de démission générale de l'ensemble des partis politiques libanais sur une question centrale qui est la question de comment vit-on ensemble dans un minimum d'hygiène. Et par-dessus ça vient se greffer ce mouvement qui proteste non seulement contre l'incapacité du gouvernement à gérer cette affaire, mais plus globalement sur l'incapacité du gouvernement libanais à trouver un mode de fonctionnement, de coexistence. Et la réponse à ça, je ne veux pas grossir le trait vulgairement, mais la réponse à ça, c'est un peu Hezbollah. Tout le monde le dit. Il y a aujourd'hui un blocage, et ce blocage est en large partie dû au Hezbollah, qui a les moyens, à la fois en termes de députés et en termes d'influence politique, de bloquer la vie politique libanaise. Et donc, allez-vous vous attaquer à cette puissance-là dans ce pays ? C'est extrêmement compliqué. Et ce que l'on peut craindre, c'est que ce mouvement citoyen qui est en train de renaître au Liban, effectivement, finisse par être récupéré par un certain nombre d'extrémistes. On a vu qu'il y a eu des manifestations assez violentes à un moment. C'était des entristes qui ont essayé de manipuler ce mouvement pour pouvoir l'instrumentaliser à des fins qui ne sont pas très claires. Et donc, ce pauvre Liban, qui déjà a essayé de tenir par le miracle l'autre crise majeure qu'est la crise des réfugiés syriens dans son propre pays,
est aujourd'hui en train de connaître une crise mineure, qui est une crise, j'allais dire, ordinaire sur le plan de la gestion des affaires publiques, mais qui peut déboucher sur quelque chose de beaucoup plus grave, c'est-à-dire une implosion du système politique libanais. Toulouse Gianotti, vous êtes d'accord avec François Clemenceau, il y a un risque aujourd'hui pour ce pays qui à la fois connaît des problèmes à l'extérieur, vous le disiez, on rappelle quand même les réfugiés syriens représentent quand même un quart aujourd'hui de la population libanaise, au minimum en effet, et qui connaît aujourd'hui ces problèmes intérieurs, problèmes aussi politiques. Le pays quand même n'a plus de président depuis 1 an maintenant. Oui, il y a évidemment un blocage. Nous, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça signifie sur 5 millions, 1 million d'immigrés, c'est 1 million de réfugiés, c'est énorme. C'est quelque chose que nous, on ne peut même pas envisager. Non, déjà, on traîne la patte pour en recevoir 200 000. Là, donc, on ne peut vraiment pas imaginer, visiblement. Il y a même des partis politiques françaises qui disent qu'il faut déjà gérer le stock. Donc, il y a des mots qui circulent en ce moment. Ouais, le fait est que là, il y a quelque chose qui va exploser, bien sûr, si ça continue comme ça. On peut lire aussi des reportages. Les gens sont vraiment excédés. Il y a des blackouts en continu. On ne peut même pas compter sur l'électricité. Donc ça veut dire énormément aussi d'un point de vue de la circulation de l'information, de la liberté, de tout ça. C'est que j'ai remarqué dans ces cas-là, du même point de vue de la photo du petit Aylan, est que l'idée d'un mouvement qui soit de quelque façon ancré à des idées écologiques, donc extrêmement intéressant d'un point de vue occidental. Le fait qu'ils ont trouvé un homme exceptionnel, ils ont volé la vedette vraiment, parce que si les Indignados, le Podemos ou les mouvements qui sont sortis en Italie ou en France, il avait trouvé You Stink, et c'était exceptionnel, vous puez. Et donc là, ça peut aider à une visibilité, à la participation de l'Occident, et donc je pense que ça, c'est un signal qu'il faut chercher de profiter de ça. Ce qu'il faut dire quand même, Ziad, c'est que le Liban, dans un contexte régional plus que troublé, où c'est même le chaos total, vous ne parlez que de la Syrie voisine, le pays, malgré tout, tient. C'est quand même incroyable. Le pays qui n'a plus de président, il y a ce mouvement aujourd'hui. Le gouvernement, les parlementaires n'ont plus été renouvelés, je crois, depuis 2009. C'est quand même 6 ans, c'est quand même un truc de fou. Et bien, le pays tient malgré tout. Ça, c'est le mythe et la... Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis allé 2-3 fois, donc je parle de choses que je ressens. C'est le mythe. J'allais dire, le mythe libanais, c'est on s'en fout de l'État. De toute façon, l'État nous amène avec des problèmes. Donc on peut parfaitement vivre sans l'État. Il y a beaucoup d'égoïsme derrière cette phrase. C'est-à-dire on s'en fout de l'État. Évidemment, l'État ne concernant que la majorité pauvre, quelle qu'elle soit la confession, et j'allais dire, ne gênant que les élites, quelle que soit leur confession, on peut se passer de l'État. Je pense qu'il y a cette culture-là, sauf que maintenant, les Libanais découvrent qu'ils sont rattrapés par le manque d'État. Vous parliez d'électricité, c'est une catastrophe, l'électricité à Beyrouth. Si vous n'avez pas un générateur en bas, vous n'avez jamais d'électricité. Les poubelles, c'est pas une petite crise. Les coupures d'eau aussi. Les coupures d'eau, les routes, l'accès aux soins. Tout cet aspect de ce que tu appelles le vivre ensemble, mais ça va plus loin, la défense, tout ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, ils découvrent qu'ils n'ont pas géré leurs problèmes. La deuxième chose, ça, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est que ce pays est un désastre écologique. Par la guerre d'abord, par les constructions anarchiques, par le déboisement sauvage, par tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, personne ne se préoccupe d'écologie et d'urbanisme, etc. Donc, on a détruit écologiquement ce pays. Donc, c'est un pays qui est épuisé. La troisième chose, où je suis un peu moins d'accord avec François, évidemment, il y a un problème confessionnel parce que tous ces gens-là qu'on voit dans la rue, c'est quand même, encore une fois, le Liban a déjà eu la révolution du Cèdre, il y a un mouvement citoyen qui est important, ces gens sont partis des mouvements citoyens, mais c'est une petite élite et tout le reste est encore figé dans l'espèce de fragmentation. Alors, les confessions, la constitution, les religions, les communautés, etc. Et personne ne veut sortir de ce carcan. Hezbollah, oui, mais les autres non plus, alliés au Hezbollah ou contre le Hezbollah. Et donc, c'est au fond, qu'est-ce qui est remis en cause par cette petite élite agissante? Mais parfois, comme disaient les communistes, il faut
une petite élite Oui, agissante. enfin, c'est la société civile. Oui, c'est les mais jeunes, c'est si les on classes regarde, moyennes, si on regardait d'où viennent ces jeunes, encore une fois, on aurait le Liban éduqué, intellectuel, des quartiers chics de Beyrouth qui sont à cheval entre la ligne verte, qui sont pas totalement pollués par les idées communautaristes. Mais voilà, le fond du problème, c'est de faire sauter le bouchon de cette fameuse constitution. Le fond du problème, c'est de sortir du communautarisme. Et ça, c'est un effort surhumain en période, j'allais dire, de crise intégrale au Proche-Orient, où les communautés sont manipulées aussi par d'autres acteurs très puissants, où certaines communautés ont un jeu en Iran, en Syrie. Donc tout ça, c'est très très compliqué. Mais je pense que des fois, il faut commencer par le petit bout de la lorgnette. Et peut-être qu'ils arrivent à se mettre d'accord pour élire un président. Peut-être qu'ils arrivent Ça a été reporté. Il y a quand même eu 28 sessions quand même pour élire le président. Il devait d'ailleurs être élu jeudi ou mercredi. Et la session a été encore reportée au 30 septembre. C'est là qu'on comprend ces manifestants qui disent « vous foutez de nous ». On crève sous les ordures et vous êtes en train de faire la 28e session. Donc là, ils ont intérêt à se bouger parce qu'ils peuvent être emportés. Ce ne serait pas la première fois. Laure ? Voilà comment un dessinateur, je ne sais pas si on le voit à l'écran. On va le voir, voilà, parfait. Comment un dessinateur cubain, Falco, pour Courrier International, résume la situation. La mouche qui remplace le cèdre sur le drapeau libanais. Ouais. Simplicité, efficacité, tout est dit. Un autre, alors là aussi peut-être une vision un tout petit peu plus optimiste d'un dessinateur syrien, Hani Abbas, qui à partir de ses bulles de protestation dessine là aussi, et peut-être le prochain le drapeau libanais. Est-ce que de ces manifestations, c'est ce que se demande ce dessin, sortira un nouveau Liban, là un dessin beaucoup plus rasmote avec voilà cette représentation du usting, spray déodorant parfumé par le dessinateur libanais Stavro. On sent quand même que les dessinateurs libanais sont excédés. Dernier dessin de Soaa, dessinatrice aussi libanaise, si on le voit bien. Oui. Alors on voit une image de Beyrouth qui croule sous les montagnes de poubelles et de déchets. Et alors là, le cri désespéré de l'habitant de l'immeuble qui dit « on peut même plus se suicider en sautant du balcon, merde ». La Chine commémorait jeudi les 70 ans de la capitulation du Japon, une commémoration en grande pompe. 12 000 soldats ont défilé sur la place Tiananmen, 200 avions ont survolé Pékin. Une cérémonie en l'absence, il faut bien le dire, de nombreux dirigeants occidentaux. Barack Obama n'a pas fait le déplacement, la chancelière Merkel non plus, François Hollande non plus. À noter en revanche la présence du président russe Vladimir Poutine et l'absence du Premier ministre japonais Shinzo Abe. On écoute tout de suite le président Xi Jinping. Dans l'intérêt de la paix, la Chine suivra le chemin du développement pacifique. Le peuple chinois a toujours aimé la paix. Qu'importe le chemin, la Chine n'aura jamais pour but l'hégémonie. Pas plus qu'elle ne cherchera à s'étendre. Elle n'imposera jamais la souffrance qu'elle a pu connaître à d'autres nationalités. François Clémenceau, c'était une démonstration de force, on peut quand même le dire. Quel était le message et à qui était-il adressé ? C'est compliqué parce que si vous vous en tenez au discours qu'a tenu Xi Jinping, on se dit mais c'est magnifique, il veut la paix dans le monde, le progrès, le gaz à tous les étages. Enfin bon, c'est un discours, à l'occurrence là pour le coup, à destination de sa propre opinion publique. Et en même temps, on voit bien, et les pays voisins de la région s'en rendent bien compte, il y a effectivement une démonstration de force pour montrer que malgré la crise de croissance chinoise, on a bien vu tout cet été les difficultés économiques que rencontrait la Chine, il y a une volonté de se montrer, de montrer ses muscles, de montrer qu'on existe et de montrer qu'on peut obtenir les choses, non pas par la force, mais par une forme d'intimidation. Et c'est ça, finalement, ce que redoutent la plupart des pays de la région. Évidemment le Japon, évidemment la Corée, mais aussi beaucoup d'autres. Moi, j'étais frappé en allant au printemps dernier à Singapour, et puis là, cette semaine en Malaisie, de voir que tous ces petits pays qui sont, on les a appelés les petits dragons il y a une vingtaine d'années, ils sont aujourd'hui des pays émergents, veulent pouvoir assurer la sécurité de leur commerce et notamment sur les voies de navigation qui vont vers la Chine, qui importe 80% de ses importations par la mer de Chine et par le détroit de Malacca, et on voit que cette zone est aujourd'hui devenue une zone de très grande instabilité. Et donc le message des Chinois, c'est de dire, il va falloir compter avec nous. Vous voulez la sécurité ?
ça passe par nous. Et ça, finalement, c'est une forme, peut-être pas de chantage, le mot est un peu fort, mais en tout cas, c'est une forme de message qui s'adresse à la fois aux Occidentaux, on est chez nous, aux voisins, laissez-nous faire, et aux Chinois pour leur dire, d'accord, il y a une panne de croissance, mais au moins l'État tient à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour nous, Occidentaux, c'est un peu inquiétant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands aussi, essayent d'adresser des messages à tous ces petits pays, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, pour leur dire, si jamais il y a un problème, on va essayer de vous aider, non pas pour aller dans un conflit contre la Chine, c'est totalement idiot, mais pour rassurer ces pays qui sont dans une forme de Il y a des tensions quand même très fortes. Je pense qu'il y a une prise en compte des Chinois de leur puissance globale. Et je pense que derrière cette démonstration de force, il y a une grande anxiété. Oui. C'est-à-dire, on avait une armée, grosso modo, post-communisante, censée défendre le homeland, d'enferrer l'adversaire dans les rizières, etc. Et bon, ça c'est plus du tout d'actualité. Donc on a besoin d'une armée qui projette sa puissance vers l'extérieur pour défendre les intérêts globaux de la Chine, qui puisse se projeter. Mais on voit bien aussi, moi je pense que c'est surtout un message adressé aux États-Unis. Je pense que vous êtes le patron aujourd'hui en septembre. Oui, vous êtes aujourd'hui le patron de cette zone d'influence entre le Japon, la Malaisie, même le Vietnam maintenant qui est devenu entré dans la zone d'influence américaine, etc. Nous allons faire ce qu'on appelle, j'ai lu ça dans un journal aujourd'hui, une stratégie de déni d'accès. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus rentrer dans nos mers et on va avoir les équipements militaires qui vous empêchent de lancer la 8e, 9e, 10e flotte, se balader dans le détroit de Malacca ou le détroit de Taïwan particulièrement. Et ça, c'est plus possible. Après, il faut pas croire non plus que ces espèces d'images qui sont quand même dignes d'une époque qu'on croyait révolue. Il faut voir comment il sort en voiture. Il y a une espèce de mise en scène hollywoodienne pour montrer qu'on est très très puissant. Mais quand on discute avec les spécialistes, c'est une armée extrêmement lourde, très fragmentée. On a découvert des scandales de corruption énormes puisqu'il a mis la moitié du leadership en tôle l'année dernière. Il y a des régions militaires. Tous ces types vivent sur la bête. C'est pas très organisé, c'est pas centralisé. Ils ont des faiblesses énormes en sous-marin, etc. Donc c'est une ambition nationale qu'ils lancent. Il en met plein la, j'allais dire, il fait le show, mais est-ce que la machine va tenir et est-ce que les Chinois de l'intérieur, l'immense Chine interne, qui est surtout préoccupée par le prix des actions, par le prix de l'immobilier, par les salaires, par j'allais dire la théorie du bol de riz, on va leur montrer des super missiles et des super mais vous ne pensez pas que justement il y a un discours là, il y a quand même un sentiment très nationaliste, oui, justement, mais on une volonté justement de resserrer la population. L'opium du peuple, on est fort, on est costaud, mais dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, si les prix de l'immobilier, se casse la figure. Vous dites que c'est un régime qui est aujourd'hui fragilisé quand même. Non, je dis qu'on surestime le côté, on surestime la faiblesse et on surestime la puissance. Quand moi je vois toutes les déclarations sur la crise économique chinoise, faut pas charrier. Ils sont passés de 14% à 7%. Et 7% d'aujourd'hui, ça pèse les 14% d'il y a 6 ans. Donc, c'est pas un pays qui est au bord de l'effondrement. Mais c'est un pays qui a d'énormes difficultés pour aussi se moderniser et prendre la place qu'il revendique. Et c'est pas facile, interne et externe. Tullio Gianotti, vous en avez pensé quoi, vous, de ces commémorations, de cette parade, de cette Xi Jinping affiché aussi aux côtés du président russe, Vladimir Poutine? Mais moi, j'ai l'impression, je ne connais pas bien vraiment la situation, mais ça vous donne l'image d'une Chine agressive, alors que son discours est pacifiste, mais d'une Chine agressive? Je suis tout à fait d'accord avec Ziad que c'est un message spécialement adressé aux États-Unis. C'est-à-dire que tout ça, c'est énormément ringard, comme on a vu. C'est un truc... On peut parler de la revanche contre le Japon ou le portrait de Mao qui est mis d'un côté. Mais ce qui compte est la démonstration des forces, le fait de dire, bon, nous, on est là. Ce que je remarque, c'est que les États-Unis sont encore un point de repère. L'Europe est toujours inconsistante et divisée. On voit les énormes intérêts et attention que la France et l'Italie ont du point de vue des échanges beaucoup plus discrètes, l'Allemagne et le Royaume-Uni, par exemple. Donc, encore une fois, là, on n'a pas de politique extérieure. Un mot, une ultime remarque. Un mot, et Laure va nous montrer au deux dessins. Je pense qu'on pourrait prendre une décision commune d'arrêter ces anniversaires
totalement grandiloquent. Alors, les 70 ans de la guerre, les 70 ans de la défaite, les 70 ans de la défaite, c'est les 70 ans de la capitulation. La capitulation, les Russes, mais même nous, je veux dire, en France, on a fait un show absolument incroyable, je sais plus, il y a 1 an ou 2. Mais c'est pas important pour les devoirs de mémoire, quand même. On peut parler du devoir de mémoire, mais je pense que c'est pas la peine d'en faire un show à chaque fois pour montrer qui a gagné, rappeler en sous-texte qui a perdu et que c'est l'ordre du... Moi, je pense qu'il faut passer dans le futur, il faut passer dans de nouvelles relations et que ces grandes... Ils ont qu'à faire des démonstrations militaires s'ils le veulent, mais rappeler aux Japonais qu'ils ont capitulé, ils ont été écrabouillés. Bon, peut-être on passe à autre chose. Alors, les Japonais leur rendent bien aussi. Oui, le Premier ministre japonais Shinzo Abe leur a bien rendu oui, mais aussi. ça aussi, il fait maintenant des ventes d'armes à l'étranger. Il a changé aussi sa politique. Oui, il y a une militarisation aujourd'hui du Japon. Il se rend régulièrement au temple de Yasukuni, c'est ça, Yasukuni. Mais en même temps, il est allé au Congrès et pour la première fois aux États-Unis, il a adressé un discours qui n'avait jamais été tenu auparavant par quelqu'un de ce type sur le plan idéologique et qui a affirmé que oui, il avait des regrets et qu'il les exprimait au nom du peuple japonais. Certes, ce n'est pas exactement ce qu'attendaient les Chinois, mais c'est un pas quand même, vous dites un geste quand même. Oui. Un dessin, Laure. Juste un dessin de notre dessinatrice chinoise, Xia Lixuan. Une estampe avec une chinoise qui n'est pas en train de jouer de la flûte. Si, on la voit, ouais. Mais voilà, une arme dans la bouche. Ça vient en quelques... C'est publié en Chine ou c'est Absolument, c'est publié pour Kajin Magazine et c'est la dessinatrice chinoise de notre réseau. Mais elle travaille en Chine donc. Absolument, oui. Absolument. Oui. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. On accueille tout de suite Steven Jambon pour un œil sur les médias, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce vendredi. Vous restez avec moi. Bonsoir Steven, après l'onde de choc provoquée par les photos d'Aylan Kurdi, on a recensé des initiatives d'aide aux migrants et réfugiés. Alors que la majorité des Français sont toujours contre, 52% contre l'accueil de ces réfugiés, il y a quand même des initiatives citoyennes qui émergent. De plus en plus. Alors il y a, elles sont de plusieurs types ces initiatives. Il y a notamment des rassemblements. Regardez par exemple un appel au rassemblement demain samedi à 17h, place de la République à Paris, qui rassemble déjà 18 000 participants. Le mot d'ordre, le mot clé, c'est pas en notre nom. Réfugiés, migrants, dignité. Les organisateurs se disent absolument apolitiques, en tout cas apartisans, et disent que c'est une simple initiative citoyenne. Il y a également des pétitions, comme une pétition sur change.org. Solidarité avec les réfugiés, accueillons-les dans nos communes. Cette pétition a été lancée par Nathalie Goulet, vice-présidente de la commission Affaires étrangères au Sénat. Elle était adressée au sens large à François Barouin, le président de l'Association des maires de France, qui lui a dit qu'il n'était pas en mesure d'accueillir davantage de réfugiés dans sa commune et dans sa circonscription. En quelque sorte, une fin de non-recevoir. Autre pétition, elle aussi lancée par des particuliers, elle rassemble déjà 17 000 signataires. Elle s'intitule « Nous voulons accueillir les réfugiés ». Accueillir les réfugiés chez nous, c'est ce que propose l'association Singa avec son initiative Calme comme à la maison. Et hier, cette association a annoncé qu'elle avait déjà 500 Français volontaires pour héberger des réfugiés chez eux, donc qui proposent une chambre souvent chez eux, avec cet article sur France Info qui nous raconte qu'il y a des personnes vraiment très diverses, qui sont quelquefois des retraités dont les enfants sont partis, qui ont une chambre vacante, ou bien même un propriétaire de château qui propose des chambres dans son domaine. Libération lance un appel au sens large pour recenser les initiatives en France d'aide aux migrants et aux réfugiés pour après faire une carte en quelque sorte. Donc sur le site de Libération, il y a un formulaire à remplir que chacun peut remplir tout à fait simplement. Évidemment, la classe politique, surtout à gauche, s'empare de ce sujet et tente de communiquer, d'appeler à mobiliser. Regardez par exemple Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a lancé cette campagne « L'accueil pour moi, c'est oui », avec le mot-clé « réfugié ». Toujours du côté des socialistes ou apparentés, Jean-Christophe Cambadélis avec Pierre Cohen ont lancé cet appel à la constitution d'un réseau de villes solidaires en France. Ils cherchent des maires de communes qui sont prêts à s'associer pour accueillir des migrants
migrants. C'est un peu ce qu'a fait Christophe Borgel, un député de la 2e circonscription de Haute-Garonne, donc au sud de Toulouse, avec une douzaine de ses collègues, maires aussi de communes. Eh bien, il propose d'accueillir dans leur commune des migrants et des réfugiés dans certains de leurs locaux municipaux ou autres qui sont vacants. Et enfin, pour terminer sur cette question des migrants, je vous invite à vous rendre sur le site des décodeurs du Monde qui s'intéresse à la réaction de la fachosphère ou de la réacosphère en France suite à ces photos d'Aylan Kurdi et donc qui décode un petit peu ces gens qui cherchent à tout prix à démonter et à casser l'élan de solidarité en France qui est en train de naître pour les réfugiés et migrants. Merci beaucoup, merci Steven Jambon pour cette chronique. Merci à vous d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite, le journal et on se retrouve lundi à partir de 18h.